D'abord, j'aimerais vous remercier d'abord de m'avoir, de m'accueillir pour aussi, dans le fond, partager. Et je le dis bien ici, justement, sur cette première vignette, c'est vraiment des résultats préliminaires d'une recherche qui est en cours. Je vais expliquer un petit peu en quoi consiste la recherche, mais c'est vraiment c'est ça, des pistes de recherche, plus des pistes de résultats par exemple, et des résultats vraiment qui sont préliminaires compte tenu que la recherche est encore en cours et qu'elle se poursuit aussi. Donc je vais retourner, je vais faire des entretiens encore au mois d'avril ici au Québec et je retourne aussi au Liban pour une deuxième phase en lien avec ce projet-là. Donc je tenais à vous remercier parce que je trouve que des lieux comme celui-ci, c'est aussi un moment pour entendre aussi la voix des personnes qui sont souvent auprès des personnes réfugiées elles-mêmes au quotidien. Donc, je trouve que c'est une place privilégiée pour venir échanger et dialoguer avec vous. Donc, merci pour cette possibilité-là. Ce que je vais regarder avec vous, d'abord, je vais regarder rapidement la recherche, les objectifs, mais on va rentrer assez vite aussi dans la question des résultats préliminaires et des quelques pistes émergentes aussi en lien avec l'intervention. Alors, ce que je tiens à dire, d'abord là, ici, on a les objectifs de la recherche, mais en fait, Geneviève l'a dit tout à l'heure, c'est que je suis travailleuse sociale de formation. Ça fait plus de 10 ans, j'ai plus de 10 ans en fait d'expérience comme travailleuse sociale. La situation, je dirais, l'engagement auprès des personnes réfugiées, pour moi, est importante et s'inscrit dans mon parcours depuis les années 2000. Où j'ai commencé mon projet de maîtrise et ensuite de doctorat, et je me suis retrouvée, dans le fond, à vivre dans un camp de réfugiés pendant plus de 2 ans. Donc, j'ai vécu dans un camp de réfugiés auprès des personnes réfugiées palestiniennes au Liban. Donc, c'est vraiment à partir de cette expérience-là que j'ai continué, dans le fond, à m'engager et à tenter de comprendre aussi les réalités des personnes réfugiées, au-delà aussi des contextes, donc au-delà du contexte spécifique au Liban, mais aussi maintenant comme professeur à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Je suis aussi, il faut comprendre aussi, vous allez voir, je vais souvent faire des liens avec ça, mais le professeur-chercheur, mais aussi encore et bien travailleuse sociale. Donc, toujours le lien avec l'intervention est primordial pour moi. Comprendre aussi les réalités subjectives des personnes, donc dans ce projet-ci spécifiquement des réalités des femmes, mais toujours dans une espèce de continuum où je tente de comprendre certes les difficultés, les défis, les enjeux qui sont importants pour les femmes réfugiées, mais aussi leur stratégie de survie, leurs forces, les leviers qu'elles prennent, parfois les ruses, comment que l'exil les transforme, la vie, exemple en camp de réfugiés aussi, peuvent les transformer, et comment ça éclaire en fait ma pratique comme travailleuse sociale, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, j'enseigne aussi des cours à l'université en travail social autour de comment on intervient, donc l'intervention interculturelle, mais aussi l'intervention individuelle familiale. Et un autre des aspects, c'est aussi le travail social international. Donc, c'est pour ça aussi que souvent mes projets se situent sur 2 sites. Donc, voilà, spécifiquement en lien avec ce projet-là, le projet vise vraiment à mieux comprendre les réalités des femmes réfugiées en provenance de Syrie. J'attire dans le fond votre attention souvent sur quelques termes qui vont revenir à travers les résultats. Donc, trajectoire migratoire. Comment ça, comprendre la trajectoire, non seulement on a passé par tel endroit, mais quelle expérience aussi on a eu dans ces différents endroits-là de notre parcours. Donc, les trajectoires migratoires des femmes qui sont maintenant au Québec et aussi qui sont au Liban. Toute la question identitaire, donc comment ça structure les parcours des femmes et aussi leur intégration dans les 2 sites d'accueil. Ensuite, la question des discriminations, mais aussi souvent, encore une fois, mon idée, c'est souvent de regarder, oui, discrimination problématique, mais aussi ce qui fonctionne, ce qui va bien, et des leviers pour nous potentiellement comme intervenants. Donc, l'aspect de l'inclusion,
stratégies de survie, d'adaptation. On peut parler aussi de ruse parfois. Et le dernier élément qui est noté ici à travers la recherche, c'est vraiment aussi éventuellement de jeter les bases pour un outil d'intervention, plus de compréhension aussi transnationale de la réalité des femmes. Donc ça pose tranquillement pourquoi le projet, qu'est-ce que je tente de faire aussi à travers le projet. Donc voilà, je pense que je vais en rester là pour qu'on puisse, dans le fond, plus donner la place aux premières concernées, donc aux femmes réfugiées en provenance de Syrie. Dans ce qui émerge actuellement dans les résultats, je dirais qu'il y a une trame de fond qui est essentiellement la question de la survie puis de l'impératif de l'adaptation. Et ça, que ce soit à travers les deux sites. Je dois dire aussi ce que je n'ai pas dit, ce que je vais dire tout de suite, c'est que si la recherche, dans le fond, il faut comprendre qu'elle se situe sur deux sites. Donc, je suis allée avec ma collègue au Liban pour faire une collecte de données et on en fait une aussi auprès des femmes réfugiées en provenance de Syrie ici. Mon idée, ce n'est pas de regarder de façon comparative les deux sites, les deux contextes, mais bien de tenter de voir les continuités. Qu'est-ce qui traverse au-delà des États-nations? Comment la condition de personnes réfugiées se construit, et ça au-delà, dans le fond, des contextes nationaux. Fait que souvent, je vais souvent revenir sur l'idée de peu importe où les femmes se trouvent, tel élément sort comme un élément important. Par la suite, c'est sûr qu'un contexte particulier, le contexte libanais est très particulier, le contexte canadien aussi. Après, on peut rentrer pour comprendre au niveau des différents contextes comment ça peut expliquer les spécificités. Mais aujourd'hui, pour la présentation, je voulais vraiment regarder avec vous plus ce qui émerge de façon transversale pour vraiment comprendre un peu ce qui est important pour les femmes jusqu'à maintenant. Donc, je reviens. Donc, ma trame de fond, et ça, encore une fois, au niveau de ce qui traverse, c'est vraiment la question de la survie puis de l'impératif, dans le fond, de l'adaptation. J'ai mis ici quelques éléments qui structurent, et je vous dirais, la grande majorité des récits des femmes que nous avons rencontrées. Donc, la question du logement, de l'habitation, la question, bien sûr, des réponses aux besoins primaires des enfants, l'accès aux ressources d'aide matérielle, un revenu, aux soins, que ce soit soins de santé, services sociaux. Ça, c'est vraiment ce qui est au cœur des discours de la majorité des femmes. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de nouveau quand je vous apprends ça. C'est quelque chose qui structure beaucoup les récits des femmes. Donc, la condition financière et matérielle précaire. Donc, ça, c'est une des trames de fond. Je tenais plutôt à regarder aussi d'autres éléments qui sont vraiment aussi très importants et qui émergent. Donc, les difficultés liées à l'accueil et à l'intégration. Je pense que ça, c'est des éléments, quand on est intervenant, différents intervenants en SUS, dans le communautaire, qui sont des éléments importants pour nous sur lesquels revenir puis tenter de comprendre. Donc, un des éléments majeurs, toute la question de l'instabilité résidentielle. Ce qu'on voit, c'est que ce soit au Liban ou au Québec, il y a vraiment de nombreux déplacements avant le logement actuel dans lequel, par exemple, on a rencontré les femmes. La question aussi que je trouvais intéressante, c'est la question du risque d'itinérance qui est très présente. Encore une fois, et ça traverse les deux contextes. Ou des épisodes antérieurs, donc autant au Québec qu'au Liban, d'itinérance. La question de la méconnaissance de la langue, de l'isolement social et des difficultés aussi liées au déplacement. Et là, je voudrais vous lire, dans le fond, le verbatim ici, parce que je passe vite, je les nomme, mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est de voir, dans le fond, le croisement de ces trois éléments-là et comment, dans le fond, ça structure la réalité sociale des personnes. Alors ici, on parle de Sahar, qui est au Québec et qu'on a rencontré en avril 2018. Alors, c'était du mois de novembre jusqu'au mois de décembre. La température était presque de moins 40. Il faisait tellement froid. Durant 4 mois, je ne pouvais plus me sentir. Je savais pas si j'avais froid, si j'avais pas froid,
si j'ai peur, si j'ai pas peur. Je sortais pas. J'ai vraiment commencé à faire une dépression. Je sortais pas. Je sortais juste avec la personne du Yémen ou de l'Égypte. Lorsque j'arrivais au métro, je regardais autour de moi. Je savais pas lire. J'avais tellement peur. Je savais pas c'est quoi. J'avais tellement peur au métro. J'arrivais là-bas, je ne savais pas d'où sortir, descendre, monter, où sont les sorties, quelles sont les directions. J'avais tellement peur. Je restais chez moi parce que je ne pouvais pas sortir seule. J'attendais. S'ils sont disponibles, fait référence à les 2 femmes qu'elle connaissait, je sortais avec elles, sinon je restais à la maison. Et puis je suis tombée malade. J'ai eu une allergie corporelle. Je pense que c'était après le Nouvel An. Je suis allée à l'hôpital. En fait, c'est l'Égyptienne qui m'a emmenée à l'hôpital. Donc, on voit vraiment, je trouve, dans cet extrait-là, dans le fond, les liens à faire entre, certes, la méconnaissance de la langue, mais aussi le lien avec le fait que Sahar s'isole aussi dans son logement, les impacts aussi sur les difficultés liées au déplacement. On voit en lien avec la langue, le métro, mais aussi l'accès à certaines ressources. Donc, ces 2 personnes-là, ces 2 femmes-là qui sont vraiment devenues et qui étaient encore, dans le fond, les ancrages pour Sahar. Donc, ça, c'était une illustration en lien avec les difficultés. Je tiens aussi à dire, j'ai noté ici la méconnaissance de la langue. Souvent, on pense aussi contexte québécois seulement, parce que, bon, de la Syrie au Liban, l'impact de la langue, on parle arabe, mais un des éléments qui était noté pour une grande majorité des femmes, c'était les difficultés, dans le fond, reliées au cursus scolaire au Liban, qui se faisait beaucoup à travers aussi la langue, dans le fond, française et aussi anglaise. Donc, les femmes disaient, les volumes, les livres sont en français et ou en anglais. Moi, je ne parle pas cette langue-là, donc quel impact sur l'éducation aussi de mon enfant, sur ma possibilité aussi de l'encadrer, de comprendre aussi et de l'accompagner dans toute sa scolarisation. Donc, l'aspect de la langue aussi, puis la méconnaissance, avait aussi un impact. Donc, c'est vraiment un élément qui était transversal, qui se manifeste différemment, mais qui était aussi présent dans le contexte au Liban. Un autre élément lié avec les difficultés liées à l'accueil et à l'intégration, plusieurs femmes mentionnent, dans le fond, restreindre les déplacements de leurs enfants dans le quartier, par peur souvent de discrimination puis de conflit avec les voisins. Encore une fois, je dis c'est vraiment sur les 2 sites, autant au Liban qu'ici. Et donc, l'impact, elles sont souvent conscientes de l'impact négatif aussi potentiel sur les enfants, sur leur socialisation, sur les relations aussi avec la communauté, avec la famille, etc. Donc, ici, c'est un exemple de Dilkani. Elle dit « My kids can't even play, can't do any sound because of my neighbors. My kids start to be affected emotionally due to the stress of the living conditions they are passing through. They are not allowed to go out. There's no place to play, to waste their time. Kids in general, if they don't live their lives successfully, it will be affecting them mentally and psychologically. So my kids are already stressed due to the living conditions we are living in. » Et ça, c'était Dilkani qui est au Liban. Un autre élément important, le contact avec les ressources d'aide, puis la question de la création du réseau social. Donc, l'accès aux ressources est un des éléments vraiment importants à travers les récits, encore une fois de façon transversale. Je dirais que la question des membres de la famille, leur rôle clé joué dans l'intégration, surtout dans les premiers moments de l'exil, est vraiment important, encore une fois, au Liban, mais aussi au Québec. On a juste à penser ici, comme par exemple le programme de parrainage privé ou collectif des membres de la famille, puis comment il y a eu beaucoup, dans le fond, de mouvements de solidarité pour accueillir des personnes réfugiées de la Syrie. Si les familles ont un rôle vraiment majeur au début, on voit que les liens familiaux peuvent se détériorer, peuvent s'effriter, peuvent s'épuiser, beaucoup dans le contexte de la continuité. Hein. Donc, il y a vraiment un levier important là de prendre le relais,
Donc, toute la question, bien sûr, des ressources communautaires, là, je pense aussi, bien sûr, bon, CLSC et autres ressources communautaires, comment ce sont aussi souvent des leviers importants pour venir soutenir, supporter aussi et prendre le relais parfois de l'aide à l'intégration. D'autres éléments qui ont sorti aussi très importants, la question des médias sociaux et de l'Internet aussi de façon générale pour avoir accès aussi à certaines, donc d'avoir accès à certaines ressources, de connaître certaines ressources, de maintenir aussi des liens avec les gens qui sont dispersés, je vais y revenir tout à l'heure. Donc ça, c'est un des éléments importants. En même temps, il y avait toujours la question de est-ce que j'ai accès aux bonnes ressources? Est-ce que c'est bien la bonne ressource? Est-ce qu'après, on va vers une ressource et on se fait envoyer d'une autre à une autre, à une autre, à une autre? Donc, il y a aussi cet impact-là, ou cet élément-là aussi qui est important, en lien spécifiquement aussi avec Internet. Je vais lire ici Dima, qui est ici au Québec. I started to look on the internet. I found some Canadian ladies in Toronto parce qu'elle est arrivée d'abord à Toronto avant de venir ici à Montréal. They helped me. They brought me some stuff for me. They were so kind. They listened to me. I want to speak because I want to speak about Rami. Et la dame commence à pleurer. I want to speak about what happened. I told them I want to cry. Even to cry is forbidden. I want to cry. I can't cry. No one knows what happened. Yet they listen to me and they help me with all sorts of stuff. They're women. Until now, I am still in contact with them. Donc, c'était une illustration de Dima parce que, en lien avec l'accès à l'Internet, ça a été aussi sa source pour aussi avoir accès donc à un réseau social qui a commencé à se faire à travers Internet et cette rencontre-là. Donc, ces ancrages ont d'abord été des femmes qu'elle a rencontrées à travers Internet et ensuite personnellement, mais qui ont eu un rôle clé à jouer aussi tranquillement dans son intégration. L'autre élément, bien sûr, qui traverse encore une fois les récits, c'est vraiment l'éclatement. Je dirais l'éclatement de la famille au pays d'origine, dans les pays limitrophes, bien sûr. La dispersion aussi dans plusieurs pays. Ça, c'est un élément qui est très important. Je dirais aussi, bien sûr, en lien avec ça, la difficile séparation puis les impacts aussi sur les événements de la vie. Dima le montre aussi ici. Old country and new country. You want to stay here? Oh no, I want to come back. I want to stay here. It's good for Heba. Heba étant sa fille. Daycare is good. School is good. But I think, what am I doing here? Just being safe? But what I want to live, I want to share with my relatives. Iba's birthday, if Iba does anything. You know, when you have a baby, even the happy things are like bad if you don't have a new country and no relatives. All my friends came here with relatives. Iba doesn't know anyone. She just knows me and her father in the picture. Donc, il y a toute la question, certes, de justement d'importance du réseau social, de la présence ou non de la famille. Dima est essentiellement seule, avec aucun réseau de la famille. Mais donc, oui, pour la sécurité, hein, Dima est ici au Québec, donc il y a tout l'enjeu de, oui, la sécurité, mais à quel prix? Donc, on le voit apparaître très bien ici avec cette question. Santé mentale, équilibre émotionnel, je pense que ce sont aussi des éléments, encore une fois, transversaux, mais qui sont souvent importants aussi dans tout le contexte du suivi, de l'appui psychosocial. Donc, choc culturel, difficulté d'adaptation aux mœurs de la société d'accueil, encore une fois, autant sur les deux sites. Je pense notamment à un exemple que je pourrais donner, un des chocs, la question de l'éducation sexuelle abordée dans le système scolaire ici. Ça a été quelque chose qui a été abordé par certaines femmes. Mais aussi des fois des chocs plus, pas subtils, mais peut-être auxquels on peut moins penser si on reste dans des contextes nationaux, ou en tout cas c'est dans le fond le passage du monde rural à une vie en milieu plus urbain. Donc vraiment les pertes de repères et les chocs reliés à ce changement-là. L'état psychologique, donc je voulais bien sûr, quand tantôt je disais en termes de continuité, donc oui bien sûr il y a tout l'aspect de dépression, des éléments dépressifs, l'anxiété. Un des éléments que je trouvais aussi intéressant, c'est au sens de la pression à être heureuse. Hein?
tu es maintenant en sécurité, donc cette pression-là maintenant pour être heureuse, tu es bien, tu es en sécurité, tu es à l'extérieur. Donc cette pression-là aussi, de la part parfois de membres de la famille, mais aussi parfois d'intervenants. Et je trouve qu'on insiste parfois beaucoup sur, encore une fois, difficultés, défis. Donc, je nous ramène aussi sur comment aussi l'exil puis le parcours de refuge peut aussi développer la confiance en soi, la question de l'autonomie, la prise de conscience de ses forces. J'insiste sur celui-là spécifiquement parce que souvent des femmes nous ont dit « j'étais pas consciente de ces forces-là que j'avais, de cette possibilité-là aussi, exemple, de prendre certaines responsabilités que je n'avais pas, exemple, avant l'exil, mais maintenant que je vois que je suis en mesure de développer, de garder, etc. » Donc ça, c'est un élément. Compte tenu du temps, je vais me laisser, je ne vais pas tout lire. Je vais y aller avec le dernier des éléments saillants autour des résultats. Donc, la question, bien sûr, des violences et des spécificités selon le genre. Donc, il y a différentes formes de violence qui apparaissent dans les récits, notamment la question de la violence conjugale, mais aussi beaucoup de violences intrafamiliales. Et c'est l'exemple que je notais ici. Donc, il y a vraiment eu, on l'a dit tantôt quand j'ai parlé de certains résultats autour de la présence de la famille. Donc, on voit aussi que les premiers moments, et même dans plusieurs récits, on voit que la famille est très présente. Donc, plusieurs femmes ont parlé de la violence intrafamiliale, mais aussi entre, exemple, les beaux-parents, la belle-sœur, la belle-fille, la bru, etc. Donc, ça aussi, ça a souvent été très, très présent, encore une fois, autant sur nos deux sites. Donc, ça, c'est un élément que je trouve qu'on parle peut-être moins, donc je voulais revenir là-dessus. Pas pour dire que d'autres types de violences n'existent pas, mais celui-là, on l'a vu quand même revenir quand même de façon assez présente. Et quelque chose qui émerge actuellement, c'est vraiment, dans le fond, la spécificité des réalités des femmes seules. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit émerger actuellement. Donc c'est vraiment même percutant. Quand on parle en lien avec la question des violences, on parle beaucoup d'abus, d'harcèlement. Et ici, Dilkani parle autant d'hommes que de femmes. Hein, donc, au sens où la violence, elle vient autant de groupes, de personnes, que ce soit hommes ou femmes. Donc ça, c'est un élément aussi des résultats. Dernière chose, je vais terminer là-dessus, puis après, je passe le flambeau aussi à Maysoon. Donc, je veux juste revenir sur les questions des stratégies de survie, d'adaptation. J'en ai mis quelques-unes ici qui semblent émerger après avoir aussi échangé autant avec des femmes, mais aussi avec des intervenantes sur les deux sites. Donc, l'importance du développement de relations avec le voisinage, des personnes aussi qui sont établies dans le pays d'accueil. Là, je pense tout le temps, dans le fond, aussi pour avoir assisté, par exemple, à une fête de voisinage au Liban, quand je suis allée faire une entrevue, je suis arrivée en même temps qu'il y avait une fête de voisinage, justement pour tenter de créer des liens entre des personnes réfugiées issues de la Syrie et des personnes libanaises. Donc, ça en est un exemple, mais tout aussi la question souvent du jumelage interculturel, comme quoi c'est aussi, je pense, une des pistes intéressantes, justement, dans ce lien possible entre les différentes personnes. L'accès à un emploi ou à une occupation aussi qui a donné sens à la vie des femmes. Donc, on a rencontré beaucoup de femmes aussi qui se sont impliquées, souvent de façon, ça peut être salariée, mais aussi de façon bénévole. Donc, encore une fois, l'importance des initiatives communautaires, l'importance de la communauté. Donc, intervention sociale, participation aux activités aussi d'une ONG. L'adversité aussi comme source de force puis de prise de pouvoir sur sa vie, donc réagir face à la discrimination, défendre ses droits, mais aussi un des exemples souvent que les femmes nous donnaient, protéger mes enfants, tout simplement protéger mes enfants. Ça a été une force que j'ai au sens de développer, mais mis de l'avant aussi.
des nouvelles possibilités d'études et de travail en tant que femme aussi. Donc, l'exil qui apporte ces nouvelles possibilités-là. Donc, oui, l'exil comme adversité, comme difficulté, mais aussi comme élément qui ouvre sur des transformations, des tournants, des nouvelles portes. Donc, ça aussi, on n'a pas oublié, je pense, en lien avec les réalités des femmes les réfugiés de la Syrie. Donc, j'arrête là parce que j'ai dépassé mon temps. Je vais laisser ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas où je dois commencer, puis on n'a pas le temps. Premièrement, l'immigration comme telle, quitter le pays, c'est tout un défi à vivre. Puis le parcours commence toujours qu'au début, on arrive ici, on est dans l'impressionné, dans le pays, la discipline, la sécurité, la verdure. Mais peu de temps, peut-être un mois ou d'autres, là, on commence à comprendre qu'on est là pour rester. Puis là, il faut être pratico-pratique, logement, vêtements, école, apprentissage, langue et tout. Puis là, on tombe dans une période de deuil. Et il n'y a personne qui peut éviter ça, sauf que il faut que la période de deuil soit vraiment courte. Quelques mois, 1 an, mais pas toute la vie, parce qu'il y a des femmes qui ça fait 30 ans qui sont encore dans la période de deuil ici. La langue, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Quand on arrive ici puis on parle pas, on comprend rien. Notre prof de français, quand je suis arrivée en 90, elle était une femme d'origine hongroise qui vient. Une des choses qui fait des exercices, qu'elle va au collège antique où les policiers qui sont là, puis elle commence à leur donner une conférence sur les nouveaux arrivants. Mais elle commence 5 minutes à parler sa langue. Et là, tout le monde regarde, dit, vous voyez, quand nous, on donne de l'information en français, comment les gens ne comprennent pas. En plus, il y a beaucoup d'informations. On ne peut pas retenir. Si maintenant, vous, que vous êtes ici, je veux vous parler de 4 organismes dans le quartier, ou qu'est-ce que nous, on fait, vous allez retenir une chose ou deux. Avec la connaissance de français, la connaissance du milieu, imaginez les gens qui arrivent et qui ne maîtrisent pas du tout la langue, comment ils vont comprendre. Pour eux, peut-être, c'est juste des papiers, puis ils ne vont même pas saisir ça veut dire quoi, parce qu'ils n'ont pas de même sens comme chez eux. Donc, il faut donner l'information de base dans sa langue maternelle. Moi, quand je suis arrivée, c'était début août. Donc, 1 mois avant le cours de français, ça prend quelqu'un qui m'aide dans ma langue à trouver un logement, savoir c'est quoi un bail, ouvrir un compte à la banque, téléphone, comprendre c'est quoi les factures, carte d'assurance maladie, d'assurance sociale, m'inscrire dans un cours de français, puis là après, je dois faire des efforts pour que je roule. Mais moi, je suis arrivée un projet que je veux venir, je veux vivre ici, je veux m'intégrer. Aucun moment, je me suis envisagé le retour. Toujours, je dis, j'ai brûlé mon bateau de retour parce que je suis venue pour rester. Donc, ça m'a aidé à avancer, contrairement aux gens qui peuvent toujours penser de retourner. Les femmes, en général, surtout dans des pays où il n'y avait pas de démocratie, en général, sont privées de leurs droits. Même si dans les lois existent des droits, mais dans la communauté, on n'applique pas les droits de femmes. Quand ils sont réfugiés, sont aussi doublement discriminés en tant que femmes et en tant que réfugiés. Les réfugiés syriennes, les gens qui sont dans les camps, c'est les gens dans le milieu rural, les petits villages à côté des frontières Liban, Turquie, Jordanie, que quand il y a des bombardements qui sont faits à l'extérieur du pays, rester dans les camps. Il y a d'autres qui vivent dans des villes qui ont quelquefois anticipé puis partir quelquefois au Liban, qui ont pu louer des appartements, travailler, qui ont investi, mais ça reste quand même que c'est des réfugiés. Les gens qui sont arrivés ici, c'est aussi 2 types de réfugiés. Des réfugiés que le Canada est allé chercher dans les camps et le parrainage. Le parrainage, ça veut dire qu'il y a des familles ici
qui peuvent parrainer une famille. Les conditions étaient très, très simplifiées. Il n'y avait pas beaucoup d'exigences. Mais durant 1 an, ils n'ont pas le droit de demander de l'aide sociale. Donc, c'est la personne ou le groupe qui a parrainé. Les églises ou les lieux de culte qui ont joué un rôle pour le parrainage, mais c'est des gens qui envoient déjà l'argent à l'église pour que l'église demande une demande de parrainage. Puis, disons, moi, j'envoie 15 000, l'église va garder le 15 000, j'arrive, il va me donner 1 000 $ chaque mois pour ne pas retourner vers l'église puis demander plus tard l'argent pour survivre. Donc, on arrive, la première chose que les gens parlent, c'est sécurité. Ça, c'est le mot qu'on entend à tous les niveaux. Ici, on est en sécurité, en sécurité. Mais il y a beaucoup de choses que les gens devront il faut leur donner du temps pour comprendre la société et pour s'intégrer. Nous, pas avec les réfugiés syriens, même avant dans le milieu communautaire, toutes nos activités, nos projets, même au CLSC, c'est les gens vulnérables, les gens malades, les gens qui ont des difficultés, les gens qui ont des problèmes. Donc, on ne voit que ça. Donc, on parle que chaque personne a une force puis une faiblesse, mais on travaille juste avec les faiblesses. On oublie quelquefois que les gens ont une force puis qu'il faut l'utiliser. C'est comme quand on parle, on veut les rendre autonomes, mais en même temps, on veut les aider à tous les niveaux, qu'elles deviennent dépendantes de nous. Donc, on est toujours mitigé dans ce sens-là, qu'on oublie la force de la personne que Roxane a déjà mentionnée. C'est sûr que le mot aide, c'est différent dans la tête des gens qui viennent d'ailleurs que nous. Parce que ici, l'aide peut être un conseil, une référence, une rencontre, une écoute. Mais il y a des gens qui pensent aider, ça veut dire donnez-moi quelque chose. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi des vêtements, donnez-moi des meubles, donnez-moi un emploi. Tu dois me donner. Si quelqu'un qui vient puis chercher de l'aide, puis je peux passer 1 heure à expliquer sur certaines choses, pour eux, ça, c'est pas de l'aide. C'est comme si on perdu leur temps. Il faut quelque chose de plus concret et quelquefois, on est pressé. On parle des réseaux sociaux. C'est à la fois bon et à la fois c'est danger. Parce que le constat que moi je vois depuis des années, quand je suis arrivée, moi en 90, il n'y a pas Internet, il n'y a pas des câbles et des chaînes de télé, j'ai quelques canaux que je dois l'écouter. Téléphone très cher, si j'appelle ma soeur en Syrie, c'est 4 $ la minute. Donc je suis à la maison, je suis vraiment isolée. Il faut sortir, il faut faire. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'Internet, les satellites, les dish. Donc chez eux à la maison, si une femme qui se réveille le matin, elle envoie les enfants à l'école, à la garderie. Donc, elle peut aller voir Facebook, répondre à tout le monde, Skype avec sa mère, sa soeur, ses amis, WhatsApp, je ne sais pas, moi je ne suis pas trop... Mais après, waouh, il est déjà 1 heure, les enfants vont rentrer, j'ai rien fait, j'ai pas le temps. Ça, si on n'oublie pas la télé. Maintenant, chaque ethnie, ils ont des centaines, si ce n'est pas des milliers, de chaînes dans leur propre langue. Les séries téléromans, les plein de choses. Et il faut sortir ces femmes-là. Donc nous, on doit être, en tout cas je parle milieu comme tel, très séduisant dans le sens comment on va les sortir, comment on va les attirer pour qu'elles viennent chez nous, puis sentir que c'est utile, c'est important de venir chez nous. Quand on parle du déchirement de la famille, c'est sûr que c'est vrai, parce que la notion de la famille, la notion de... tu es obligé de m'aider si tu es ma soeur, si tu es... Ici, on prend plus d'intimité puis respect de la vie privée, disons, de chaque petite unité, que c'est pas pareil. Dans ce sens, il y a beaucoup de déception. La violence, c'est beaucoup de violence qu'on voit. Les femmes conscientes qu'on a ici des droits, qu'on ne peut pas accepter ce qu'on accepte. C'est sûr que quand on dit la guerre, quand on est dans des pays où il n'y a pas de démocratie, c'est la peur. Puis on est tout le temps peur de parler, de prononcer, de dire quelque chose. Chaque personne qui a un pouvoir, il va l'utiliser. Le mari sur sa femme, le père sur ses enfants, le directeur sur ses employés, le policier, le président. Chacun va utiliser le pouvoir et tout le monde a peur des autres.
Donc ici, on ne croit pas, parce qu'on arrive, il faut du temps pour éliminer la peur. Même si je veux te dire, je suis en sécurité, j'ai pas peur, mais le dire quelque chose et le vivre. C'est comme moi, j'ai enlevé les plâtres, mais je pas encore, parce que qui va enlever de ma tête que moi, je suis comme bien maintenant. Ça prend de travailler sur nous-mêmes, sur la personne. En tout cas, il y a beaucoup de choses, mais à suivre. Excellent, merci.